Turkménistan, Pakistan, c'est un autre sujet. On a intégré bien sûr l'Irak, la Syrie, l'Arabie Saoudite et également la Turquie. La Turquie, normalement, ne fait pas partie du Proche et du Moyen-Orient. C'est le continent asiatique, c'est vrai, même si certains considèrent que c'est un peu le continent européen. D'ailleurs, vous savez que à la Commission de Bruxelles, certains rêvent encore de faire adhérer la Turquie à l'Union européenne. Espérons que ce ne sera jamais le cas. Mais en tout état de cause, la Turquie est solidement implantée sur le continent asiatique et joue un rôle majeur au Proche et au Moyen-Orient. D'ailleurs, si on regarde l'histoire, il faut se rappeler que toute cette région a appartenu à l'Empire ottoman pendant des siècles. Ce qui est aujourd'hui la Syrie, l'Irak, une partie de l'Arabie saoudite, en tout cas la Jordanie, le Liban, tous ces pays-là dépendaient totalement de l'Empire ottoman. Et donc aujourd'hui, pour comprendre, pour appréhender toutes les tensions, tous les conflits du Proche et du Moyen-Orient, il faut intégrer la Turquie. La première clé de lecture, donc, est religieuse. C'est la plus importante et on va s'y arrêter un petit moment, si vous voulez bien. Vous avez en rouge les pays à majorité chiite et vous avez en vert les pays à majorité sunnite. Pourquoi c'est essentiel? Le monde de l'islam est divisé en deux grandes parties, les sunnites et les chiites. Les sunnites constituent la grande majorité, les chiites une forte minorité. Depuis la nuit des temps, enfin pas tout à fait la nuit des temps, mais quasiment depuis le début de l'islam, le monde chiite et le monde sunnite s'opposent. Alors ils sont opposés plus ou moins violemment au cours des siècles. En ce moment, ça a pris une acuité forte. C'est pour ça qu'il faut commencer par là, parce que c'est la première clé de lecture pour comprendre ce qui se passe au Proche-Orient. A-t-on affaire à des sunnites ou à des chiites? Le pays considéré, est-il sunnite, est-il chiite? Et il faut aller plus loin, ne pas se contenter de se dire est-ce une population sunnite ou une population chiite, mais le pouvoir, est-il sunnite ou est-il chiite? Parce que si vous regardez cette carte, vous voyez que vous avez donc l'Iran, grand pays chiite, le plus grand pays chiite du monde, où il n'y a pas de sunnites. Et le pouvoir iranien est chiite, ce qui est logique dans un pays chiite. L'Irak est un pays à majorité chiite. Il n'y a pas toujours eu un pouvoir chiite. Si vous vous rappelez de Saddam Hussein, il était sunnite. Mais les Américains l'ont renversé. C'est un des paradoxes de l'histoire. Ils ont fait basculer l'Irak dans le monde chiite en le faisant ainsi se rapprocher de l'Iran. Et le pays suivant, quand vous prenez d'ouest en est, c'est la Syrie. Et c'est là le hiatus. Et ce hiatus explique la guerre en Syrie, tout au moins partiellement, mais c'est une des clés d'explication. Parce que là, vous voyez que vous avez un pays majoritairement sunnite, la population sunnite de Syrie, c'est 70%, donc une très forte majorité. Les autres sont des minorités, vous avez les chiites qui sont en fait des alaouites, qui représentent, mettons, 15%, les chrétiens qui représentent 10%, ce sont des chiffres d'avant la guerre, tout ça, parce que depuis la guerre, on ne sait plus exactement, on n'est plus en mesure de faire ce genre de décompte. Et puis, vous avez d'autres minorités, comme les Druzes ou les Kurdes. Mais en tout cas, 70% de la population est sunnite. Et malgré ça, vous avez un pouvoir alaouite, c'est-à-dire une branche du chiisme. La secte alaouite est considérée comme une branche de la religion chiite. Ça n'a pas toujours été le cas, mais en ce moment, c'est le cas. Et donc, c'est le hiatus qui explique la guerre. Pourquoi? Parce que, mettons-nous à la place des sunnites que vous voyez du nord au sud. Les sunnites, vous avez la Turquie, tout en haut, qui est un pays quasiment à 100% sunnite. Donc, juste en dessous, la Syrie, population sunnite, comme je vous l'ai dit, mais pouvoir chiite, le hiatus. En dessous, la Jordanie, population sunnite, pouvoir sunnite. Et l'Arabie saoudite, population sunnite, pouvoir sunnite. Et tout en bas, le Yémen, population majoritairement sunnite, avec une forte minorité chiite, ils sont d'ailleurs en guerre, et le pouvoir reste tout de même aux mains des sunnites. Juste pour bien comprendre cette opposition entre sunnites et chiites. Quelquefois, on peut se dire, au fond, peut-être qu'ils vont se réconcilier un jour. Eh bien, peut-être, en effet, qu'ils se réconcilieraient un jour, mais c'est pas bien parti. En fait,
il n'y a pas tellement de chances pour qu'ils se réconcilient. Quand je vous disais que ça vient du fond des âges, c'est au moment de la succession de Mahomet. Après la mort de Mahomet, en 632, il y a eu une guerre assez violente pour sa succession. Pas tout de suite. Les premiers moments se sont bien passés. Et puis ensuite, lorsqu'il y a eu un des gendres de Mahomet, Ali, qui est devenu le nouveau patron, en quelque sorte, de la religion musulmane, eh bien, une opposition est née à ce moment-là contre la personnalité d'Ali. Et ensuite, son fils Hussein, qui lui a succédé en tant que descendant du prophète et donc chef de la religion musulmane, a été également en opposition avec finalement ce qui est devenu une majorité de musulmans. Ils ont été tués. Hussein a été tué, ça a été la fin de cette dynastie, en quelque sorte, qu'on a appelée chiite par la suite. Mais donc, il faut bien comprendre que cette opposition sunnite-chiite est née dans le sang. Et la mort d'Hussein, comme la mort d'Ali, n'ont pas été pardonnées par les chiites et ne le seront jamais. Et donc, pour les sunnites, Ali et Hussein étaient des imposteurs qu'il fallait mettre à mort parce qu'ils pouvaient mettre en péril leur conception de l'islam. Et pour les chiites, eh bien, les sunnites ont assassiné les héritiers légitimes du prophète. Donc ça va vraiment très loin. Et c'est pour ça que cette opposition religieuse, même si au fil des siècles, elle a été plus ou moins forte, plus ou moins importante, aujourd'hui est devenue tout à fait fondamentale. Cette clé sunnite-chiite, il faut que nous l'ayons toujours en tête. De tout pays musulman, de tout conflit dans ces régions-là, mais même d'autres, vous devez vous demander, au fond, celui-là, il est sunnite ou il est chiite? Cette armée, cette guérilla, ce pays, est-il sunnite, est-il chiite? Ça explique beaucoup de choses. Et je me rappelle d'une conversation que j'avais eue un jour avec un officier français qui rentrait de Sarajevo. C'était le moment où il y avait la guerre dans les Balkans, et il y avait notamment la guerre entre les Bosniaques et les Serbes. L'Occident a choisi de soutenir les Bosniaques musulmans contre les Serbes chrétiens orthodoxes. Paradoxe là aussi de l'histoire. C'est ni le premier ni le dernier. Ça n'est qu'un paradoxe finalement apparent. Et je demandais à cet officier français, mais les Bosniaques, c'est une question un peu malicieuse, les Bosniaques, ils sont sunnites ou ils sont chiites? Les conséquences étaient importantes. Et il m'a répondu, eh ben j'en sais rien. Est-ce que ça a une importance? Et j'étais très frappé de voir qu'un officier français qui rentrait de Sarajevo, au fond, ne connaissait pas cette différence entre les sunnites et entre les chiites. Or, si les maquis bosniaques contre les Serbes et l'armée ensuite bosniaque est devenue islamiste, c'est sous notamment l'influence de la Turquie qui a envoyé des formateurs islamistes permettant l'islamisation de la guérilla bosniaque qui au départ ne l'était pas tant que ça. Donc ça avait son importance. C'est une clé de l'histoire qu'il faut toujours avoir en tête, sunnite, chiite. Et donc on parle beaucoup en ce moment, je reviens au Proche-Orient après cette petite digression balkanique, et vous voyez que une des clés de la lutte aujourd'hui qui se passe au Proche-Orient, dont le point d'orgue est évidemment la guerre en Syrie, mais pas seulement. Pas seulement. Toutes les tensions qui se passent notamment en Irak, au Liban, viennent de là, viennent de cette opposition entre les deux arcs. Le rêve de l'Iran, c'est de créer un arc continu ouest-est. Donc, c'est fait quasiment avec l'Irak, même s'il y a encore l'armée américaine qui est un obstacle, mais le pouvoir est devenu chiite. Et en Syrie, le pouvoir est alawite, c'est-à-dire allié des chiites. Et il faut conserver ce régime syrien allié du monde chiite. Et c'est ça qui permet d'avoir un axe chiite, contrairement aux couleurs qui pourraient faire penser sur la carte que la Syrie est un pays sunnite, comme je vous l'ai dit, elle l'est démographiquement, elle ne l'est pas politiquement ni religieusement. Et vous avez les deux petites taches rouges au bord de la mer, vous avez le sud du Liban, majorité chiite, avec un mouvement que vous connaissez bien, qui est le Hezbollah, allié de l'Iran, payé par l'Iran, armé par l'Iran, totalement dépendant de l'Iran. Et l'autre petite tache que vous avez, le long du littoral, c'est le pays alawite, c'est là où les alaouites sont majoritaires en Syrie. C'est la partie la plus utile, la plus économiquement dynamique de la Syrie. Et c'est pour ça que les Iraniens se sont engagés dans la guerre en Syrie avec autant de détermination, qu'ils ont envoyé des gardiens de la révolution par milliers, des milliers, ils sont morts d'ailleurs, et c'est pour ça que le Hezbollah libanais, au sud du Liban, est allé aider la Syrie.
c'était pas par plaisir, parce que eux aussi ont eu des milliers de morts, c'était pas par bonté d'âme, c'était pour garder cet axe chiite ouest-est qui est essentiel pour que l'Iran puisse espérer dominer un jour ce Proche-Orient. Et donc, du nord au sud, cet axe sunnite, qui a sa logique démographique, lui est contrarié par cette action de l'Iran et par le pouvoir syrien qui est resté aux mains des Alaouites, puisque aujourd'hui, on sait que l'armée syrienne a gagné la guerre contre les islamistes et que tout le soutien qui a été fait par l'Arabie saoudite, par le Qatar, par la Turquie et également par les puissances occidentales, en tout cas par le biais de leurs services secrets, eh bien, tout cela n'a pas servi, n'a pas suffi à renverser le régime syrien. Et donc, l'axe sunnite nord-sud, Turquie, Syrie, Arabie saoudite, eh bien, n'est pas réalisé parce que la guerre en Syrie a été un échec. Donc, il faut bien avoir en tête cette clé de lecture qui est tout à fait fondamentale. Une autre clé de lecture, moins importante, mais tout de même qui compte, ce sont les populations, les ethnies du Proche et du Moyen-Orient. Vous avez en vert, la grande majorité de la population, ce sont des Arabes. Donc là, il y a une homogénéité sur les principaux pays dont nous venons de parler, Syrie, Irak, Jordanie, Arabie saoudite, sauf l'Iran. L'Iran, comme vous le savez, ce sont les héritiers de l'Empire perse, ce ne sont donc pas des Arabes, ce sont des Perses. Ça n'est pas fondamental. Si l'Iran et l'Arabie saoudite, par exemple, s'opposent, ce n'est pas parce que les Iraniens sont perses et les Saoudiens arabes, ce n'est pas pour ça. C'est avant tout parce qu'il y a des chiites et des sunnites et que par ailleurs, ils sont les uns alliés des États-Unis et les autres ennemis des États-Unis, alliés de la Russie, et ça, c'est géopolitiquement plus important. Mais là où les ethnies prennent leur importance, c'est si vous remontez vers le nord. Vous avez la Turquie, donc ce ne sont ni des Arabes ni des Perses, ce sont des Seldjoukides, des Turcs, et à l'origine, donc c'était des tribus d'Asie centrale qui sont venus conquérir la Turquie et qui en ont progressivement chassé les chrétiens. Le point d'orgue de cela ont été bien sûr le génocide arménien de 1915. Et en jaune, vous avez une autre ethnie dont on parle beaucoup, ce sont les Kurdes. Et alors eux, leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas de pays. Donc, tous les autres ont leur pays, parfois plusieurs, et les Kurdes sont les seuls à ne pas avoir de pays. Donc, ils sont à cheval sur l'Iran, où ils sont plus ou moins bien traités, mais pas trop mal dans l'ensemble. En Irak, où grâce à la guerre, ils ont conquis une sorte d'autonomie dans le nord de l'Irak, mais ça ne s'est pas toujours passé comme ça, et Saddam Hussein leur menait la vie dure. Ils ont pris une partie du nord et de l'est de la Syrie avec l'aide des Américains, et là aussi grâce à la guerre, mais sans pour autant obtenir l'indépendance, que la Syrie ne leur donnera de toute façon jamais. Et ils sont surtout en Turquie, et là, comme vous le savez, il y a une haine réciproque extrêmement profonde. Pourtant, ils ont été alliés à une certaine époque. Il ne faut pas oublier que dans le génocide arménien, les Kurdes ont été les aides très zélées des Turcs, très zélées. Les Ottomans se sont appuyés sur les Kurdes. Et toute cette région que vous voyez dans le sud-est de la Turquie, vous avez des villages entiers qui étaient peuplés d'Arméniens, qui ont tous été massacrés, et les Kurdes ont tranquillement occupé leurs maisons. Donc toute la phraséologie romantique aujourd'hui autour du combat kurde, je veux bien, mais il faut quand même pas oublier ça. Les Kurdes ont participé très activement au génocide arménien, ainsi qu'au génocide assyro-chaldéen, qui a eu lieu plus tard en Mésopotamie, enfin dans le nord de l'Irak. Quoi qu'il en soit, les Kurdes n'ont pas de pays, et donc ils sont en conflit permanent avec la Turquie, et le problème kurde est un problème qui est récurrent. Les puissances occidentales avaient voulu créer un pays kurde au lendemain de la Première Guerre mondiale, et par la suite, la révolte des Turcs menée par Mustafa Kemal a empêché cela. Et dans les traités suivants, les puissances occidentales ont dit oui aux Turcs, et ont accepté que les Kurdes n'aient pas de pays. Donc, eux aussi s'apprêtent à sourire quand la main sur le cœur, il dit « Ah, ces braves Kurdes », eh bien, ils les ont quand même abandonnés au début des années 20, empêchant, pour faire plaisir à Mustafa Kemal et à la Turquie, empêchant la création d'un pays kurde. Ça, c'est la deuxième clé de lecture pour comprendre les conflits du Proche-Orient. Un petit zoom sur le déclin des chrétiens, parce que je vous parle des musulmans, essentiellement des chiites, des sunnites. J'aimerais pouvoir vous dire
tel pays chrétien. Ça aurait été le cas d'ailleurs à une époque, mais ça n'est plus le cas, hélas depuis bien longtemps. Et là, vous pouvez mesurer, vous avez en rouge le pourcentage des chrétiens au début du siècle dernier, vers 1900. Et vous avez en blanc au-dessus le pourcentage actuel. Et vous voyez que le déclin est terrible, il est inexorable. Même au Liban, 55% de chrétiens en 1900, 36% aujourd'hui. Et vu la démographie actuelle au Liban, ça ne va faire que s'amplifier. La démographie des musulmans, et notamment des chiites au Liban, est bien supérieure à celle des chrétiens qui, comme en Occident, ont une moyenne de 2 enfants par femme et même légèrement inférieure. Pendant que les chiites, c'est supérieur à 3, et pas loin de 4. Et donc ça fait une différence considérable, évidemment. Et si vous regardez les autres pays, on met de côté la Turquie, puisqu'ils les ont tous tués, comme je viens de vous le dire. La Syrie, peut-être 7%, on n'est pas très sûr. 7%, c'est pas beaucoup, mais ça fait quand même plusieurs centaines de milliers d'habitants, mais évidemment, ils ont beaucoup souffert de la guerre. L'Irak et la Jordanie, on peut considérer que c'est devenu marginal, et malheureusement, l'Irak, vous voyez 2%, on n'est plus à 2%. Aujourd'hui, les experts considèrent qu'on est inférieur à 1% de chrétiens en Irak. Et ceux qui restent, ce sont ceux qui sont soit trop pauvres pour partir, soit vraiment, ce sont des combattants, des militants chrétiens qui veulent rester et qui veulent qu'il y ait une présence chrétienne en Irak. Mais donc c'est une minorité maintenant qui ne peut plus peser en tout cas sur les affaires. Elle pesait un peu du temps de Saddam Hussein, un peu. Il y avait un ministre chrétien, Tarek Aziz, mais c'est fini tout ça maintenant. Et finalement, le pays, alors on n'est plus tout à fait au Proche-Orient, mais on est tout près, c'est l'Égypte, le pays qui, de ce point de vue-là, se porte le mieux, même si les Coptes, les chrétiens égyptiens sont persécutés. Ils sont tout de même 8 à 10 millions. Ça ne fait que 10% de la population, mais on sent bien que 8 ou 10 millions, ça ne s'efface pas comme ça. Donc, eux ne sont pas menacés de disparition, même si c'est pas très drôle pour eux tous les jours. Ils sont régulièrement persécutés. Il y a eu des grands attentats, notamment à la cathédrale du Caire, au moment de la Pâque, où il y a eu des dizaines de morts, plusieurs prêtres assassinés régulièrement dans tout le pays. Donc, ils mènent une vie quand même très difficile, mais n'oublions pas qu'ils sont 8 à 10 millions, et donc c'est tout de même beaucoup plus solide que les autres pays. Un petit mot sur le pétrole. Le pétrole, il est très important, mais il ne faut pas exagérer. Il ne faut pas exagérer son importance. Parce que on dit souvent les guerres pour le pétrole. C'est pas tout à fait vrai. Le pétrole a une grande importance, mais plus ça va, moins il en a. Pourquoi? Parce que d'abord, les grands producteurs ne sont plus seulement là. La Russie est un grand producteur, les États-Unis sont redevenus un grand producteur. Aujourd'hui, les Américains sont les premiers producteurs au monde de pétrole, grâce à leurs recherches sur le pétrole de schiste. Et donc, si le pétrole a joué un rôle fondamental au Proche-Orient, notamment pour la confrontation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite, qui étaient les deux plus grands producteurs, eh bien, c'est un peu moins vrai aujourd'hui. Donc, il faut avoir en tête où est la production de pétrole, où sont les pipelines, parce que c'est source de tension aussi. C'est une des clés d'explication. Mais elle n'est pas majeure. Elle est beaucoup moins importante que les volontés des grandes puissances, que les clivages religieux ou que les clivages ethniques. Beaucoup moins importants. Tout de même, ça joue un rôle. On a souvent considéré que le refus par la Syrie de permettre au Qatar de laisser passer son gaz par la Syrie pour traverser ce pays a été un déclencheur de la guerre. Mais la guerre aurait été déclenchée de toute façon, même si la Syrie avait accepté de voir le gaz qatari passer sur son territoire. Donc, c'est une donnée qu'il faut prendre en compte, mais c'est pas une donnée qu'il faut majorer. Quelquefois, on lit les Américains ont envahi l'Irak en 2003 à cause du pétrole. La guerre en Syrie, le pétrole et le gaz ont joué un rôle majeur. Non, ça joue, mais c'est un rôle mineur. Ça n'a pas toujours été le cas. En 1945, et ça va infléchir la politique, ça va même décider la politique du Proche-Orient pour plusieurs décennies. En 1945, vous avez le pacte du Quincy. Le Quincy, c'est le nom de ce bateau où vous voyez réunis le roi d'Arabie Saoudite, Ibn Saoud, et Franklin Roosevelt, que vous voyez à droite de la photo. Et donc, Franklin Roosevelt n'a d'ailleurs plus que quelques mois à vivre, il meurt 3 mois plus tard, on est en 1945, et ce pacte est très simple, pétrole contre sécurité. À l'époque, les Américains ne sont plus producteurs de pétrole, marginalement.
à l'ombre d'Ederic de Lucky Luke, c'est fini. Si l'Amérique avait été un grand producteur de pétrole à la fin du 19e, en 1945, c'était fini parce que son pétrole coûtait très cher à extracter, contrairement au pétrole saoudien qui est le moins cher du monde à extraire, le moins cher du monde. Et donc, Roosevelt a dit à Ibn Saoud, le parapluie américain, vous êtes tranquille, mais en échange, sécurité du pétrole pour l'Amérique. Et ce pacte a tenu. Il a tenu contre vents et marées, alors que le régime saoudien est un régime des plus durs qui soit sur le plan de l'islam. C'est un régime wahhabite, c'est-à-dire parmi les doctrines les plus islamistes qui soient. D'ailleurs, on retrouve la main de l'Arabie saoudite derrière beaucoup d'attentats terroristes, de tentatives de déstabilisation islamiste. Et comme je vous le disais tout à l'heure, au moment de la guerre en Syrie, l'Arabie saoudite a massivement financé les mouvements islamistes. Elle a dépensé des milliards de dollars dans cette histoire. Et malgré cela, le pacte a tenu avec les Américains, considérés pourtant par beaucoup d'islamistes comme le grand Satan, et la création de l'État d'Israël, qui sera une source de tension considérable au Proche-Orient pendant des décennies, ne va pas rompre ce pacte entre les Américains et les Saoudiens. Il faut bien voir que le Proche-Orient a connu deux grandes phases depuis 1945. Vous avez, plus exactement depuis 1948, avec la création de l'État d'Israël. Pendant des décennies, les conflits, les tensions du Proche-Orient vont être rythmés par la création de l'État d'Israël et les différentes guerres qui vont être faites par certains pays pour tenter de détruire cet État qu'ils considèrent comme un intrus. Et ça a changé. Ça a changé depuis 2003, où aujourd'hui, Israël n'est plus la source principale de tensions au Proche-Orient. Donc 1948, vous avez la création de l'État d'Israël. La guerre éclate avec les Palestiniens qui occupaient ce pays que l'on donne à ce moment-là aux Juifs après l'Exodus, après la libération des camps. C'est pour ça que sur la photo précédente, vous les voyez symboliquement posés en pyjama rayé. Et donc, la guerre perdue par les Palestiniens et gagnée par ce qu'on n'appelle pas encore les Israéliens, mais par l'armée juive et puis leur commando, leur service secret, la fameuse Haganah, eh bien, va entraîner un exode palestinien qui va être source de tension pendant des décennies. Vous avez toute une partie de la population palestinienne, plusieurs millions de personnes, qui doivent quitter le pays pour faire la place à Israël et qui vont se réfugier principalement dans les pays limitrophes, c'est logique, en Jordanie, en Syrie et au Liban. Et donc cette population palestinienne, tout à coup transplantée, va être source de tensions dans les pays qui vont les accueillir. En Jordanie, pas tellement, même si ce sont eux qui tiennent les rênes de l'économie. Quand vous vous promenez en Jordanie et que vous allez dans un restaurant, dans un hôtel, que vous voyez des guides, que vous discutez avec les gens, vous leur demandez « mais de quelle origine êtes-vous » J'aime bien poser ces questions-là quand je voyage dans ces pays-là. Alors, quelquefois, c'est pas poli, quelquefois, ça les vexe un peu, ils me répondent pas toujours. Bon, enfin, en général, ça se passe bien. Et j'étais très frappé de voir qu'ils étaient à peu près tous palestiniens. Et donc, j'ai fini par interroger un moine que j'avais croisé là-bas. Je lui ai dit, mais en fait, tout le monde est palestinien ici. Où sont les autres? Il m'a dit, mais les autres, ce sont des Bédouins. Ils n'ont jamais rien fait. Et ce sont les Palestiniens qui ont tout fait en Jordanie. Et ce sont eux qui tiennent les rênes du pouvoir aujourd'hui, du pouvoir économique en tout cas, à défaut du pouvoir politique. Donc en Jordanie, il n'y a pas eu de véritable tension. Ça n'a pas du tout été le cas au Liban, où ils ont été à l'origine du déclenchement de la guerre qui a déchiré le Liban de 1975 à 1990. Et en Syrie, ça a été source de tension, mais sans plus. D'ailleurs, au moment de la guerre en Syrie, les Palestiniens qui vivaient autour de Damas principalement, il y a un immense camp avec plusieurs centaines de milliers de Palestiniens qui s'appelle le camp de Yarmouk. Eh bien, une partie des Palestiniens est venue rejoindre l'armée syrienne et a combattu pour le régime de Bachar el-Assad. Et une autre partie des Palestiniens est allée rejoindre les islamistes. Et les Palestiniens, dans le camp même de Yarmouk, se sont battus de façon assez féroce entre pro-islamistes et anti-islamistes. C'est donc les guerres qui vont rythmer le Proche-Orient, les guerres entre pays arabes et Israël. La plus célèbre est évidemment la guerre des 6 jours en 1967,
Et à ce moment-là, on ne parle pas beaucoup des tensions entre chiites et sunnites. C'est passé au second plan parce que vous avez au moins 3 ou 4 pays qui veulent absolument la destruction de l'État d'Israël. Vous avez la Syrie et vous avez l'Égypte qui sont au premier plan. La Syrie par le nord, l'Égypte par le sud. L'Iran y participe de plus loin parce que géographiquement, ils sont plus loin, mais eux aussi aimeraient la destruction de l'État d'Israël. Et l'Arabie saoudite, qui devrait être en première ligne en tant qu'État très islamiste, a une phraséologie typique sur Israël qui est épouvantable, etc. Mais dans les faits, ça ne va jamais rien donner. Et ils ne vont jamais prêter la main, à cause de leur alliance avec les États-Unis, ils ne vont jamais prêter la main à une quelconque offensive contre Israël. La guerre des 6 jours, c'est donc une guerre déclenchée préventivement par Israël, qui pensait, à juste titre d'ailleurs, qu'elle allait être attaquée. Et donc, il déclenche l'offensive contre les Syriens et contre les Égyptiens, et il gagne cette guerre avec notamment le général Moshe Dayan, qui était très célèbre à cause de son bandeau, et c'est lui qui a été le stratège de cette guerre. Et ça a été un tournant, parce que c'est à ce moment-là que les soldats israéliens, que vous voyez là sur la gauche, récupèrent le mur, le fameux mur du temple de Salomon. C'est une photo qui est posée, ça n'a pas été prise sur le vif, mais c'est à ce moment-là qu'ils récupèrent le temple de Salomon, et c'est à ce moment-là qu'ils prennent Jérusalem, ce qui n'était pas convenu dans les accords de 1948. C'était à ce moment-là la Jordanie qui était la gardienne des lieux saints de Jérusalem. Guerre suivante, 6 ans après, le Kippour. On est toujours dans les tensions autour d'Israël et pas encore dans les tensions religieuses entre musulmans. Et cette fois, Israël se fait surprendre. En plein Kippour, la Syrie au nord, l'Égypte au sud, toujours les mêmes, attaquent. Soutenus les uns par l'Union soviétique, parce que à ce moment-là, l'Égypte est alliée de l'Union soviétique et la Syrie est alliée de l'Union soviétique, comme en 1967. Et les Américains, eux, soutiennent massivement Israël. Et comme Israël s'est fait surprendre, il y a un moment donné, pendant 24 heures, 48 heures, où on s'est demandé si cette fois les Arabes, Syriens au nord, Égyptiens au sud, n'allaient pas réussir à vaincre l'armée israélienne. Ça a tenu à peu de choses, et il y a eu 24 heures, 48 heures de tension, on en parle peu, mais de tension extrême entre l'Union soviétique et les États-Unis à ce moment-là. On parle toujours de la grande tension des fusées de Cuba, quelques années auparavant, à juste titre, là aussi on a frôlé la guerre, mais il faut savoir que là, pendant 24 heures, 48 heures, les deux armées soviétiques et américaines ont été en état d'alerte nucléaire parce que les Américains étaient prêts à tout pour sauver Israël. Et pourquoi ils ne sont pas allés jusqu'au bout? Parce que les Soviétiques, eux, n'étaient pas prêts à tout pour détruire Israël. Et donc, ce sont les Soviétiques qui ont ramené chez eux leurs sous-marins nucléaires qui patrouillaient à ce moment-là au large d'Israël et qui ont laissé l'armée israélienne battre successivement l'armée syrienne sur le plateau du Golan, avec la plus grande bataille de chars de l'histoire de l'après-guerre, et au sud, les Égyptiens. Et ensuite, les Américains ont dit aux Israéliens de s'arrêter, de ne pas envahir ni la Syrie ni l'Égypte, parce qu'ils étaient prêts à le faire, parce qu'ils avaient une armée redoutable et qu'avec un armement américain dernier cri. Et donc, ils ont dû s'arrêter, ils ont juste récupéré le plateau du Golan et qu'ils occupent depuis. Dernière tension, où Israël est au cœur, c'est le Liban Sud. Pourquoi le Liban Sud? Parce que au Liban Sud, la majorité de la population est chiite. Et il y a un mouvement qui est donc le Hezbollah, il y a deux grands mouvements chiites au sud Liban, le Hezbollah et la milice chiite Amal. La milice Amal, bon, c'est une milice assez puissante, mais rien à voir avec la puissance de feu du Hezbollah, qui a fait allégeance à l'Iran et qui est donc armé et payé par l'Iran. Et donc, il y avait des tensions permanentes sur la frontière israélo-libanaise entre le Liban et entre le Hezbollah libanais et l'armée israélienne. Au bout d'un moment, les Israéliens se sont dit « ça suffit », on envahit le Liban Sud et on détruit la milice chiite. Donc l'armée libanaise, comme vous le voyez là, est intervenue parce qu'elle n'acceptait pas de se laisser envahir. Et donc vous avez le drapeau libanais avec des soldats libanais. Donc là, on est près du château de Beaufort, que je vous recommande. Si un jour vous allez visiter le Liban, allez au sud, non loin de la frontière israélienne, il y a là un magnifique piton, le château de Beaufort, qui avait été construit par le sire de Beaufort pendant les croisades. Et donc,
Ce château de Beaufort a été occupé par les Palestiniens. Les Israéliens les en ont chassés. Ensuite, le Hezbollah l'a repris. Les Israéliens l'ont repris. Et finalement, cette guerre israélo-libanaise s'est enlisée. Et au bout de plusieurs centaines de morts de soldats israéliens, l'opinion publique israélienne n'a plus supporté ces morts pour finalement pas grand-chose. Et l'armée israélienne a dû se retirer. C'est depuis cette guerre israélo-libanaise qui a coûté au Hezbollah plus de 10 000 morts, mais le Hezbollah en est ressorti auréolé d'un prestige absolument considérable parce que, pour la première fois, quelqu'un avait tenu en échec l'armée israélienne et c'était un petit mouvement de 20 ou 30 000 hommes qui s'était comporté de façon extrêmement courageuse et qui avait sorti de cette guerre une expérience militaire très remarquable que l'on voit depuis et qu'on a notamment vu au moment de la guerre en Syrie. L'inconvénient pour le petit Liban, c'est que maintenant le Hezbollah libanais est un État dans l'État et qu'il est militairement presque plus puissant que l'armée libanaise et donc évidemment c'est un peu difficile pour gérer un pays et tout le drame que connaît le Liban aujourd'hui, qui est en cessation de paiement et qui connaît une crise économique épouvantable, vient notamment de ça, c'est-à-dire que ça n'est plus un vrai pays, ça n'est en tout cas pas un vrai État. Tout change avec 2003. On change avec 2003 parce que George Bush a l'idée funeste pas seulement pour les Irakiens, pas seulement pour Saddam Hussein, mais pour les États-Unis elles-mêmes, a l'idée funeste d'envahir l'Irak. Pourquoi fait-il ça? Il fait ça au départ pour dire que l'Irak est à l'origine des attentats du 11 septembre. 2003, vous savez, vous vous rappelez, c'est à peine 2 ans après les attentats du 11 septembre et cette grande humiliation américaine des Twin Towers qui tombent. Et même si sur le plan du nombre de morts, sur le plan des conséquences militaires, l'impact est en fait extrêmement faible, sur le plan du symbole, des islamistes manœuvrés, organisés, financés par Ben Laden, avaient réussi à détruire un symbole américain. Donc il fallait que les Américains se vengent. Ils ont envahi dans un premier temps l'Afghanistan, ce qui pouvait se justifier, parce qu'il y avait beaucoup de cellules d'Al-Qaïda. Vous savez, Al-Qaïda, c'était le mouvement dirigé et créé par Ben Laden. Et donc, Ben Laden lui-même s'est réfugié longuement en Afghanistan. Et donc, en Afghanistan, il y avait à l'époque le régime des talibans. Et donc, les Américains ont dit, Al-Qaïda est très présent en Afghanistan, on va renverser le régime des talibans. Bon, l'opération n'a pas été très compliquée à mener, sauf qu'après, ils se sont enlisés, comme les soviétiques d'ailleurs avant eux, et ils sont en train aujourd'hui de quitter l'Afghanistan, et finalement, ils auront dépensé la bagatelle de 1 000 milliards de dollars pour à peu près rien. Mais l'Afghanistan ne suffisait pas. Ils ont décidé d'envahir l'Irak. Alors là, ils ne pouvaient quand même pas dire que l'Irak était à l'origine des attentats du 11 septembre parce que ça n'était pas crédible. Donc, ils ont inventé cette fable des armes de destruction massive. Saddam Hussein, qui n'était pas très ami des Américains, ni de l'ONU, avait dit « mais moi, j'ai pas d'armes de destruction massive, venez inspecter tous mes sites et vous verrez qu'il n'y a pas d'armes de destruction massive ». Il y a eu des inspections qui n'ont effectivement rien donné. Mais la décision était prise. Et donc, les Américains ont inventé des preuves, la CIA a inventé des preuves pour justifier cette invasion de l'Irak. Et alors, le paradoxe de l'histoire, c'est que Saddam Hussein, comme je vous le disais au début, qui était sunnite, et donc c'était un régime minoritaire sunnite face à une majorité chiite. Eh bien, comme on a renversé Saddam Hussein, dictateur sunnite, eh bien, il a fallu, pour justifier cette mise démocratique, parce que il y avait un petit peu cette justification morale, nous allons apporter la démocratie au Proche-Orient. Et donc, à ce moment-là, eh bien, on fait des élections, et comme les chiites sont plus nombreux, ils gagnent. Parce que ça marche pas comme chez nous. Quand on est sunnite, on vote pour des sunnites. Et quand on est chiite, on vote pour des chiites. Un chiite ne va pas voter pour un sunnite et un sunnite ne va pas voter pour un chiite. Et donc, ça marche pas du tout comme en Occident et pas du tout comme aux États-Unis. Donc, il y a eu des élections. Les chiites ont évidemment gagné les élections. Les Américains ont licencié tous les fonctionnaires du parti de Saddam Hussein et ils ont également licencié tous les officiers de l'armée. Eh bien, ces officiers, plus tard, ce seront les premiers créateurs de Daesh, de l'État islamique. Et cette invasion de l'Irak, qui va évidemment réussir dans un premier temps sur le plan militaire, mais qui ensuite va se révéler ingérable.
Les chiites, une fois au pouvoir, que font-ils? Ils faisaient comme les sunnites avant, ils persécutent les autres. Et donc le pouvoir chiite majoritaire peuvent persécuter les sunnites. Et les sunnites en même temps vont s'islamiser, monter une guérilla à la fois contre le pouvoir chiite et contre l'armée américaine. Et le pouvoir chiite irakien, pendant ce temps, fait alliance avec l'Iran. C'est-à-dire que les conséquences stratégiques pour les États-Unis se révèlent catastrophiques. Non seulement ils ont perdu beaucoup de crédibilité puisque personne n'a cru à leurs histoires d'armes de destruction massive, mais en plus de ça, ils ont fait basculer dans l'orbite chiite, donc dans l'orbite iranienne, un pays qui jusque-là était sunnite. C'est tout le paradoxe de cette intervention qui marque un tournant. À partir de ce moment-là, Israël reste un point de tension. Bien sûr, les accords, les territoires palestiniens, Jérusalem qui devient la capitale comme l'a voulu récemment Donald Trump, tout ça revient au premier plan de l'actualité à intervalles réguliers. Mais ça n'est plus source de guerre. Pendant 30 ans, c'est Israël qui a été source de guerre, tout au moins son existence. Maintenant, ça n'est plus le cas. Ce qui est source de guerre, c'est l'opposition chiite-sunnite et le terrain de jeu des puissances occidentales et même un peu au-delà. C'est-à-dire que cette invasion américaine de 2003 aura eu une conséquence fondamentale, le retrait américain progressif, très progressif, mais le retrait américain du Proche-Orient et le retour de la Russie. Vous voyez là Poutine et devant lui le seul qui au sein de son gouvernement, au sein des hommes politiques russes est d'une stature comparable à la sienne, qui est le ministre des Affaires étrangères, Lavrov. Et donc, à eux deux, ils ont réorganisé le retour de la Russie au Proche-Orient, qui n'aurait peut-être pas eu lieu si George Bush n'avait pas décidé d'envahir l'Irak en 2003. Il va se passer un autre phénomène, qui là va permettre encore le basculement stratégique complet cette fois. Ça va être ce qu'on a appelé les printemps arabes. Vous vous rappelez tous de cette expression étrange des printemps arabes, inventée par les journalistes occidentaux d'ailleurs. Et donc fin 2010, début 2011, des révoltes éclatent et ça commence par la Tunisie. Vous voyez là Nicolas Sarkozy qui met la main affectueusement sur l'épaule de Ben Ali, qu'il lâchera d'ailleurs consciencieusement peu de temps après. Ça a démarré tout bêtement les printemps arabes. Vous aviez en Tunisie ce Ben Ali qui était un dictateur sunnite mais laïque. C'est-à-dire pas du tout islamiste. Avec lui, les islamistes étaient en prison. Il était corrompu, comme à peu près tous les dictateurs du Proche et du Moyen-Orient et d'Afrique du Nord. Et il y a eu une révolte, un jour, suite à un incident idiot. Quelquefois, les petites causes font les grands effets. Vous avez, dans le centre de la Tunisie, très pauvre, un petit marchand de légumes qui vend ses légumes. Et puis, il y a 3 policiers qui viennent et qui lui demandent s'il a l'autorisation de vendre des légumes, comme s'il y avait besoin, dans ces pays-là, d'autorisation pour vendre ses légumes, ça venait de sortir. Et donc, tout simplement, il voulait un bakchiche. Et donc, cette fois, soit il n'avait pas de bakchiche à donner, soit il en avait assez donné des bakchiches, il dit non. On lui ôte sa charrette de légumes, on lui confisque ses légumes, et le lendemain, sur la place du village, il s'immole par le feu. Et cette immolation va servir d'étincelle à la révolte. Et cette révolte, elle va prendre une ampleur considérable, parce que d'abord, ça faisait des décennies que Ben Ali était au pouvoir et les gens en avaient assez, et d'autre part, parce qu'il y avait des maquis islamistes qui ne demandaient que ça. Et sans que ce soit tout à fait des maquis, il y avait des réseaux islamistes avec des armes qui n'attendaient que cela pour renverser ce régime et instaurer un pouvoir islamiste, ce qui s'est d'ailleurs produit dans un premier temps. Donc l'Occident a lâché Ben Ali, qui était son allié fidèle, et a laissé les islamistes, dans un premier temps, prendre le pouvoir. Pareil en Égypte. Moubarak, exactement le même profil que Ben Ali, présent depuis des décennies, dictateur, sunnite, laïque, corrompu. Avec lui aussi, les islamistes étaient en prison. Et donc là, il y a à la fois Sarkozy pour le congratuler et Kouchner, autant dire que son compte est bon. Ils l'ont tous les deux lâché le plus tranquillement du monde dès que ça a mal tourné. Mais il est vrai aussi que l'armée égyptienne a à ce moment-là lâché Moubarak, estimant qu'il était tellement discrédité que ce n'était plus possible de le remettre en selle. Qu'est-ce qui va se passer ensuite? Les islamistes vont arriver au pouvoir, jusqu'au moment du coup d'État de l'armée pour mettre fin au régime islamiste. Et donc ces printemps arabes vont évidemment
se répandre au Proche-Orient. En plus de ça, on leur donne une publicité considérable. Et c'est à ce moment-là qu'en Irak et en Syrie éclatent les premiers troubles. Et en Syrie, l'aboutissement de ce printemps arabe, ça va être la guerre, c'est ce que nous verrons mardi prochain à 18h, plus en détail cette fois, mais ces printemps arabes auront abouti à une chose, c'est la naissance de l'État islamique. Il ne faut pas oublier un point fondamental, c'est que cet État islamique est né d'officiers irakiens, de fonctionnaires irakiens. L'armée américaine, présente en Irak, a licencié, très imprudemment, des milliers et des milliers d'officiers, de fonctionnaires qui n'avaient plus rien à manger. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont rejoint la guérilla et ils ont rejoint les premiers islamistes. Et donc, le premier calife de cet État islamique s'appelle d'ailleurs, vous voyez, Abu Bakr al-Baghdadi. Pourquoi Baghdadi? Parce qu'il était de Bagdad. Et donc, lui, pourquoi il a créé l'État islamique? Et pourquoi ça a bien marché au début? Eh bien, parce qu'il était dans un camp de prisonniers américains, en tant que révolté islamiste. Lui ne venait pas de l'armée. Et c'est là qu'il a fait connaissance, parce que dans ce camp, c'était à la bonne franquette, vous aviez des milliers et des milliers d'insurgés islamistes qui passaient leur journée à discuter ensemble. Puis un jour, il y a eu une amnistie, on les a libérés, et tous ensemble, ils ont créé l'État islamique. C'est aussi bête que ça. Et donc, l'État islamique, ça a coûté cher à tout le monde après, ça a coûté très cher à l'Irak, ça a coûté très cher à la Syrie, et comme vous le savez, ça a coûté très cher également à la France. Le Bataclan vient directement de là, puisque les attentats ont été organisés depuis la Syrie, depuis Raqqa, qui était devenue la capitale de l'État islamique. Alors, il faut quand même dire un mot d'Israël, parce que même si, comme je vous l'ai dit, les points de tension israéliens, les causes de guerre, ne se sont déplacés, et ce n'est plus la création de l'État d'Israël, mais les oppositions entre les chiites et les sunnites. L'État islamique, on y reviendra plus longuement mardi, mais c'est une révolte sunnite islamiste pure et dure. Il faut savoir que l'État islamique, dans ses finalités, avait pour objectif, on le dit souvent, de tuer les chrétiens, de prendre le pouvoir en Syrie, mais surtout d'exterminer les alaouites. C'est-à-dire que si l'État islamique avait réussi à prendre le pouvoir en Syrie, beaucoup de chrétiens se seraient fait égorger, mais beaucoup auraient eu le choix de partir, aussi paradoxal que ça puisse paraître. Les alaouites, pas un seul, tous tués. Il n'y a pas eu un alaouite qui est sorti vivant des geôles de l'État islamique. Tout prisonnier syrien alaouite était immédiatement exécuté. Et donc cette tension religieuse dont je viens de vous parler était vraiment aussi au cœur de la création de l'État islamique. Alors Israël, dans tout ça, reste un point de tension, mais bien inférieur. Vous avez la carte avec les deux territoires palestiniens, la bande de Gaza, tenue d'ailleurs par une milice islamiste, le Hamas, et la Cisjordanie, autre territoire palestinien, qui devait donner lieu à un État palestinien. Il y a eu de multiples accords qui ont été signés dans ce sens. Il devait y avoir une sorte de partition, et les États, les territoires, ce qu'on appelait les territoires occupés, devaient petit à petit accéder à l'indépendance. C'est ce que Yasser Arafat, le grand dirigeant palestinien, avait obtenu au cours de différents traités, notamment à Oslo, et puis les accords de Camp David, auxquels avait participé Anwar el-Sadat, ce qui lui a valu d'ailleurs d'être assassiné ensuite par les frères musulmans. Eh bien, cette création de l'État palestinien n'aura pas lieu. Elle a été enterrée par les États-Unis très récemment, et ça n'a fait bouger strictement personne. C'est tout de même assez étonnant, parce que le simple fait de transférer la capitale d'Israël, de Tel Aviv à Jérusalem, ce qu'a décidé Donald Trump, c'était d'ailleurs une promesse électorale qu'il avait faite à son électorat juif, eh bien, ce transfert enterre déjà le fait que Jérusalem reste une ville internationale. Ça n'est plus une ville internationale, les États-Unis ont décidé d'en faire la capitale de l'État d'Israël. Ça a l'air symbolique, mais ça change tout. Ça change tout parce que, alors il a été pour l'instant peu suivi, il n'y a que 5 ou 6 pays qui ont suivi et qui ont décidé de déplacer leur ambassade, mais ça veut dire que Jérusalem ne fera jamais partie d'un territoire palestinien indépendant, ce sera la capitale de l'État d'Israël. Et par la même occasion, les Américains ont avalisé ce qu'on appelle les colonies, c'est-à-dire que progressivement, vous avez des colons juifs qui mordent sur cet État de Cisjordanie, et la bande de Gaza est totalement bouclée. Et donc, on a enterré, en toute discrétion, la création, un jour, d'un État palestinien.
Et comme ça n'a provoqué strictement aucune réaction, ni des uns ni des autres, ni de l'Égypte, parce qu'elle en avait pris son parti depuis bien longtemps, ni la Syrie, parce que c'est devenu un champ de ruines, ni la Jordanie, parce qu'elle est très faible, et puis d'autre part, elle est ruinée, et donc elle est sous assistance financière respiratoire permanente de l'Arabie Saoudite à la demande des États-Unis. Et donc, personne ne peut bouger, donc personne ne bougera. Et donc, pour ces raisons-là, si Israël sera toujours un point de tension, parce que par nature, entre musulmans et juifs, il y aura toujours une opposition de fond assez puissante, eh bien, ce ne sera, de mon point de vue, plus jamais une cause de guerre. Un petit mot sur la guerre au Yémen, parce que ça ne justifiait pas d'en faire une conférence en tant que telle. Mais pourquoi il y a la guerre au Yémen ? Vous avez tous entendu parler du mal qu'avait l'Arabie Saoudite, qui a décidé de détruire la partie que vous avez en rouge sur la gauche de la carte, les Houthistes. Pourquoi les Houthistes ? Parce que ce sont des chiites. On en revient toujours là. La guerre au Yémen, c'est une guerre entre sunnites et entre chiites. Et donc, c'est une guerre sans fin, parce que l'Arabie Saoudite a l'armée qu'on peut qualifier de plus mauvaise de la planète, je crois, sans vraiment les discréditer. Et s'il n'y avait pas l'armée des États arabes unis pour les aider, il y a longtemps que l'armée saoudienne aurait été battue. Et donc, si les houthistes n'ont pas réussi à prendre tout le pays, les houthistes chiites n'ont pas réussi à prendre tout le pays, c'est d'une part parce qu'ils sont trop peu nombreux, mais aussi parce qu'en face, ils ont l'armée des Émirats arabes unis. Donc cette guerre aboutira sans doute un jour à une partition, et là aussi, c'est tout de même un champ de tir par ennemi interposé. C'est-à-dire que les Iraniens arment les houthistes, et de l'autre côté, toute la partie verte des sunnites est évidemment soutenue et financée par l'Arabie saoudite. Il y aura sûrement un jour une partition, mais donc ce petit conflit qui n'est pas stratégiquement décisif, mais qui tout de même a son importance, on est au bord de la mer Rouge, on est au bord du canal de Suez, on est au bord du golfe d'Aden, on est quand même dans des zones stratégiques tout à fait importantes, eh bien ça n'est pas quand même de nature à mettre le chaos au Proche-Orient, et un jour ou l'autre, il y aura probablement une partition. Ce sera d'ailleurs un retour d'histoire, parce qu'il y a encore 30 ans, il y avait un Yémen du Nord et un Yémen du Sud, et donc on aura probablement la même chose. Peut-être un Yémen de l'Est et un Yémen de l'Ouest, mais enfin, en tout cas, il y aura un pays sunnite et un pays chiite. C'est donc bien la nouvelle dichotomie aujourd'hui qui existe au Proche-Orient. Et donc, le Proche-Orient aujourd'hui est habité par un grand conflit, l'Arabie Saoudite, pays sunnite, et l'Iran. Donc le premier, c'était Mohammed Ben Salman, l'héritier du roi d'Arabie Saoudite. Et là, vous avez Ali Khamenei, le guide de la révolution d'Iran. Vous savez, il y a un président iranien qui s'appelle Rouhani, qui est plutôt de tendance modérée. Mais le problème, c'est que c'est pas lui qui décide. Et celui qui décide, c'est lui. C'est le successeur de l'ayatollah Khomeini, celui qui avait fait la révolution de 1979. Et donc, cet Ali Khamenei, c'est un dur de dur. Et donc, la révolution islamiste n'est pas prête de s'arrêter en Iran. Et cette opposition Iran-Arabie Saoudite est non seulement religieuse, mais elle est aussi stratégique. Parce que les deux pays se disputent finalement la prédominance du Proche-Orient. Avec chacun un allié fort. Pour l'Iran, évidemment, la Russie, et pour l'Arabie Saoudite, les États-Unis. Mais, et j'en finirai par là, le problème aujourd'hui, c'est que les États-Unis ne s'intéressent plus au Proche-Orient. Ça avait été l'aspect très intéressant de la campagne de Donald Trump. Il avait dit, d'abord, nous avons fait une énorme erreur, il l'a dit moins poliment que ça, en envahissant l'Irak. Très bien. Et puis l'Afghanistan, ça sert à rien, il y a des boys qui meurent régulièrement, on dépense des milliards de dollars, à quoi ça sert, je vous le demande. Et puis de toute façon, America First, moi je veux redonner du pouvoir d'achat aux petits fermiers blancs du Middle West qui a voté pour moi, ou aux Texans parce que je vais continuer à leur permettre d'avoir des armes à libre disposition. Et donc tous ces lobbies, sans compter le lobby évangéliste, parce que je ne laisserai pas passer l'avortement, et également le lobby juif, parce que je ferai de Jérusalem la nouvelle capitale de l'État d'Israël. Mais pour toutes ces raisons-là, je ne veux plus dépenser l'argent du contribuable américain, disait Trump, dans des guerres obscures dans des pays dont le contribuable américain ne connaît même pas le nom. Élu là-dessus, il tient partiellement, mais il tient à peu près promesse, c'est-à-dire que le Proche-Orient ne l'intéresse pas. Ça n'est pas une rupture, contrairement à ce qu'on a dit quelquefois, c'est une certaine continuité. C'est une rupture avec George Bush, bien sûr, mais c'est une certaine continuité avec Obama.
Quand beaucoup autour de lui, notamment les néoconservateurs, ceux qui sont les adeptes des changements de régime, voulaient punir la Syrie et changer de régime en Syrie, Obama s'est refusé. Et même quand François Hollande avait beaucoup insisté pour qu'on bombarde Damas à la suite des attaques chimiques qui auraient été perpétrées par l'armée syrienne, eh bien, Obama s'y était refusé parce qu'il ne voulait plus, lui non plus, engager l'Amérique au Proche-Orient. Et donc, ce retrait américain du Proche-Orient, justifié aussi par le fait que maintenant, l'Amérique est tout à fait autonome en pétrole, et que donc, au bout du compte, quand l'Iran s'est permis de bombarder les installations pétrolières en septembre dernier saoudiennes, les Saoudiens se disaient là quand même, les Américains vont réagir et durement bombarder l'Iran. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien, mais strictement rien, ça aussi. C'est un tournant très intéressant. Et donc, pour les États-Unis, le Proche-Orient, c'est source d'ennui, c'est source de coûts, et ils n'y voient plus trop l'intérêt, d'autant qu'ils ont quand même des alliés solides. Malgré tout, l'Arabie saoudite reste un allié, et la Turquie, contrairement aux apparences, reste dans l'OTAN. Et donc, même si elle s'est un peu rapprochée de la Russie, elle reste tout de même proche des puissances occidentales. Donc, il a suffisamment d'alliés dans la région pour ne plus avoir envie de perdre son temps et son argent dans des petits pays qu'il trouve inintéressants, comme la Syrie et l'Irak. C'est pas du tout l'opinion des Russes, c'est pas du tout l'opinion de Poutine. Parce que pour Poutine, et on le verra mardi, la guerre en Syrie a été l'occasion de revenir dans le jeu géopolitique mondial, et notamment au Proche-Orient. Et donc, c'est une passation de pouvoir, c'est une formule, peut-être pas complètement, mais en tout cas, il y a un retrait américain sensible. Trump ne croit pas au multilatéralisme, et donc on le voit se retirer de toute une série d'organisations internationales. Il ne croit qu'au bilatéralisme. Et donc, ces grandes conférences et ces grandes organisations de changement de régime, d'État, dans des endroits qu'il ne juge plus stratégiques, c'est terminé. Et par contre, pour la Russie, qui était isolée, qui avait connu des heures extrêmement difficiles au lendemain de la chute de l'Union soviétique, avec les années Helsinki, où l'Union soviétique avait été démantelée et où la Russie était sortie exsangue et ruinée, eh bien, petit à petit, Poutine a reconstruit une armée et il pèse de nouveau dans le jeu géopolitique. Il y a donc une forme de passation de pouvoir en ce moment au Proche-Orient. Poutine est le seul dirigeant à parler avec tout le monde. Il est ami des Turcs, il est ami des Syriens, il est ami des Iraniens, il est ami des Saoudiens, même s'ils se disputent quelquefois sur le pétrole, mais ça n'est jamais que le cours du baril. Et il est ami avec les Israéliens à cause de la diaspora juive russe, très importante dans l'État d'Israël. Et donc aujourd'hui, l'homme fort au Proche-Orient, l'homme fort occidental sur le plan de la géopolitique mondiale, c'est Poutine, et ça n'est plus le président des États-Unis. Et ça, c'est un vrai tournant. Voilà. Ben écoutez, je vous remercie et j'espère vous retrouver aussi nombreux mardi prochain. Merci beaucoup. À mardi, 18h.